Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Depuis que je suis sur YouTube, je me rends compte que ce dont la communauté a besoin, c'est la connaissance. Déjà connaître notre histoire en tant que continent, mais aussi apprendre comment vraiment amorcer le développement du continent. C'est pour ça, ces derniers temps, je fais passer pas mal de discours de personnes éminentes du continent qui ont des combats pour l'éveil des consciences. Et ces discours-là ont pour objectif de vous aider à apprendre la connaissance. Parce que clairement, c'est la connaissance qui fera en sorte que les Africains prendront conscience de leurs forces et finalement poseront des actions et pas des bavardages et des pleurnicheries. Et aujourd'hui, on va partager un autre débat, un autre de ces discours qui pour moi est très inspirant et qui montre la nécessité pour les Africains de se mettre ensemble pour pouvoir agir ensemble. J'espère que vous allez aimer ce discours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est surtout quelqu'un que j'admire énormément pour son combat et son engagement pour l'indépendance de l'Afrique. Mais avant de partager le discours, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo et surtout de partager cette vidéo. Je vous rappelle que le 5e Dabali Express a ouvert ses portes hier, mercredi 29 novembre 2023. Eh bien, vous êtes tous invités, si vous êtes de passage à Abidjan, n'hésitez pas à venir à Cocody, en face de l'hôtel Palm Club, pour déguster un de nos très bons plats ivoiriens et africains en général. Je vous rappelle qu'il y a 5 Dabali Express ouverts à Abidjan. N'hésitez pas à les visiter et puis surtout à nous dire ce que vous pensez de ces différents restaurants. Et vous pouvez même acheter des coupons resto pour pouvoir avoir des prix qui battent toute concurrence. Bon allez, je vous laisse profiter de ce discours et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Allez, on se voit tout de suite après. Quand vous regardez la Gambie, c'est comme un intestin dans le Sénégal. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Et vous avez les mêmes peuples. Quand vous regardez le Togo, des deux côtés des lignes droites, là, mais c'est les mêmes peuples. Ce sont des gens qui ont tracé ces frontières conformément à des intérêts précis. À un moment précis de l'histoire, par des hommes précis pour des intérêts précis. Qu'est-ce que nous devons faire? Les pères de l'indépendance, pour éviter de tomber dans le piège qui leur avait été tendu, se sont dit, nous allons demander à chaque pays conserve les frontières héritées de la colonisation. Sinon, on n'allait pas finir les guerres entre les pays. Quand on a fini d'échanger, il m'a demandé, mais le Niger est-il plus grand que le Mali? J'ai dit peut-être un tout petit peu. Et puis je lui ai dit, imaginez un peu le Burkina, le Niger, le Mali, et peut-être d'autres vocations, comme il vient de le dire, qui nous amèneraient vers la mer. Et vous voyez l'Afrique, le rêve des Africains en réalité viendra des peuples. Les hommes politiques ont suffisamment parlé depuis 1960. Il leur appartient de suivre ce que veulent les peuples. Ce que veulent les peuples. Vous savez, quand on a pris les fameux embargos contre nos 3 États, chacun a survécu en son temps son embargo. Mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'on ne sortait pas sur la mer. Je souhaiterais qu'il y ait des vocations qui nous amènent vers la mer. Et vous savez que le Mali a tenu, entre autres, grâce au soutien de notre frère guinéen et de notre frère mauritanien. Du peuple guinéen et du peuple mauritanien, que je voudrais féliciter ici. Je ne voudrais pas dire plus sur ce sujet, sauf à dire que nous espérons, de notre vivant ou non, que certains parlent des États africains unis plus que 3, qui auraient un grand débouché sur la mer et qui aurait dans son territoire les grandes richesses
qui sont convoités aujourd'hui dans le Mali, dans le Niger, dans le Sahel. Je lui disais tout de suite que dans une des régions du Mali, Taoudeni, les ingénieurs nous disent qu'il y a un lac d'eau douce qui pourrait prendre l'humanité entière en charge pendant 200 ans. Ça, c'est dans une de nos régions. Vous savez que les régions du Nord, pendant qu'on nous a transporté l'insécurité au centre et au sud pour qu'on passe le temps à nous tuer là-bas, il y a de l'or qui est exploité au nord. Ça, c'est ce qu'on sait. L'or va où? Il y a des milliers de Soudanais et de Tchadiens dans des mines d'or au Mali. Mais c'est des mines où l'État ne pouvait pas aller. Qui les gardait? Et pourtant, nous avions 50 000 hommes armés sur notre territoire. 50 000 hommes armés. Le terrorisme ne faisait que s'étendre. C'est allé au Burkina. C'est descendu au Togo, au Bénin. Et j'ai dit aux camarades d'ailleurs souvent en rigolant que récemment, j'ai entendu le haut représentant de l'Union européenne pour l'Afrique, pour les affaires étrangères, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA, au Ghana, dans lequel pays il y a eu des inondations quelques temps plus tôt, beaucoup sont morts, mais ce n'est pas pour l'inondation. Un pays qui a besoin de l'argent pour développer ses infrastructures, son industrie, ce n'est pas pour eux ça. Et 40 milliards sont donnés, vous savez, pour lutter contre le terrorisme. J'ai dit, mais le terrorisme, on pensait que c'était au Mali. Dia, c'est arrivé jusqu'au Ghana. Jusqu'au Ghana, c'est arrivé. Mais j'ai dit, mais attention, il faut que les Africains réfléchissent très bien. Est-ce que vous voyez ce qui se dessine sur le plan historique? Le terrorisme était au nord du Mali. On amène 50 000 hommes pour aider le Mali. Au lieu d'arrêter le terrorisme, il s'étend au Burkina, il s'étend à la Côte d'Ivoire, il s'étend au Togo, au Bénin, au Ghana. Et on vient donner des armes. Vous savez, dans la perspective historique, à quoi ça va aboutir? Dans 10-15 ans, ce serait le terrorisme partout. Partout, nous serions en train de nous battre pour survivre, pas pour faire des États. Nous qui revisitons beaucoup l'histoire du Mali, c'est exactement la même situation à la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas d'État central. Tout était disloqué. L'expérience arrivait déjà au nord. Vous savez, au nord, tous ceux qui ont les biens, il y a des assassinats ciblés pour les éliminer au nord du Mali. Donc c'est les narcotrafiquants et les terroristes qui ont le pouvoir armé et le pouvoir économique. Les narcotrafiquants viennent dans une ville, la maison coûte 20 millions, ils vous donnent 50 millions. Et vous ne comprenez rien. Lui, peut-être même qu'il ne sait pas, mais ceux qui le mettent en mission, ils ont un agenda sur 20, 30, 40, 50 ans. Dans 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui va arriver? Tout le centre-ville, de Gao, de Tombouctou, après ça va être de Mopti, peut-être de Ouagadougou, ainsi de suite. Ça va être occupé par des narcotrafiquants et des terroristes. Vous allez dire qu'il faut vous sauver, vous allez confier votre sécurité à des gens venus de l'extérieur qui vont vous faire la même chose qu'au Mali.
Vous avez un médicament, un mal. Quelqu'un a mal à la dent, l'autre à l'oreille, l'autre à la tête. On vient vous donne le même médicament. Force internationale. Elles viennent, elles font la même chose. Et vous faites des années en train de vous désagréger. À la fin, je vous assure que cette lutte contre le terrorisme, c'est la recolonisation de l'Afrique qui était programmée. Il fallait juste avoir à la tête des États des serviteurs auxquels on met un bon drap, on les parfume, président démocratiquement élu, et il vend son pays. Il dit même à son armée, il ne faut pas te battre, hein, tes adversaires sont plus forts que toi. Quand les citoyens s'organisent, ils forment des citoyens comme les VDP au Burkina. On dit non, c'est des miliciens. Mais en Europe, pendant les deux guerres, qui étaient les partisans? C'est des citoyens qui ont décidé de se mettre ensemble pour défendre leur pays. Personne ne les a jamais appelés miliciens. Parce que le mot partisan, il y en a qui sont devenus présidents dans leur pays après. Il y a des présidents européens qui étaient des anciens partisans. Mais quand c'est en Afrique, parce qu'un peuple a trouvé son propre génie créateur pour une façon de former une armée en plus de l'armée régulière, on lui colle une étiquette et puis on trouve des présidents démocratiquement élus pour les vilipender. Toute bonne initiative qui vient, on cherche à la salir. Les Africains patriotes qui se battent, ils viennent de la junte, ils sont arrivés par coup d'État, ils nous tympanisent les oreilles, ils amènent les radios et la télévision, ils négocient avec les régimes démocratiquement élus, ils amènent les radios là jusque dans nos villages. C'est comme ça qu'ils font. Tympaniser. Les patriotes, on les qualifie comme on veut. On dit que c'est des putschistes. Mais j'ai l'habitude de rappeler, je ne connais pas une des grandes nations qui nous font des leçons, qui n'ont pas été conduits par un militaire à des moments critiques de leur histoire. Les deux personnalités les plus célèbres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Les États-Unis, c'est George Washington. L'Angleterre, c'est Churchill. Ceux qui le connaissent, c'était un militaire. Staline, c'est un civil, mais il est devenu généralissimus. Mao Zedong, personne ne va nous convaincre. Donc on a cultivé chez l'intelligentsia une phobie du militaire. C'est fait exprès. Parce que toutes les sociétés européennes que vous voyez, elles sont organisées sur le modèle militaire. L'ordre, la discipline, la patrie et l'égalité des chances. Mais chez nous, tu as ton diplôme universitaire, tu viens, tu ne connais rien, aucun amour pour ton pays, tu es conseiller spécial dans 4-5 pays, tu as des passeports de 4-5 nationalités, et puis on te branche à des drogués ou à des réseaux bizarres qui font tout pour te porter à la tête du pays. Et tu viens, tu passes le temps à les servir. Quand ils pensent qu'ils ont fini avec toi, ils disent, ah, c'est 2 mandats, hein. C'est fini. Tu t'en vas, ça trouve qu'ils ont préparé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient à tout niveau de développement, qui parlait de mandat chez eux? Personne. Et puis chez eux même, il y a des pays où il n'y a pas de mandat. Pourquoi on ne parle pas à ces pays? Laissez chaque pays s'organiser comme il veut. Je ne dis pas partisan des mandats de plus, mais je vais vous montrer seulement le parcours historique de ces termes bidons qu'on nous a amenés pour nous laver le cerveau. Les radios là vont juste dans les petits coins. Vous savez, quand nos grands-mères se lèvent avant, ils branchent Radio Mali. Maintenant, quand ils se lèvent, ils branchent RFI. Ah, RFI, ils parlent dans toutes les langues. En Soreille, en Peul, en Bamana, en Tamashek, en Morée.
Même dans les villages, c'est leur radio qui sont écoutées. Les intellectuels jusqu'au président, dès qu'ils ouvrent la télé, France 24, et au bout des années, on formate les esprits. On nous inonde de films où les enfants giflent leur papa dans le film. La femme et le mari se crient dessus, font la bagarre, qui va regarder la télé? Si c'est une télé, ça suscite même des divorces souvent. Et la famille se désintègre au bout de quelques générations. Nous aurons des États corrompus, composés majoritairement d'ignorants. Des peuples ignorants dirigés par des corrompus, qui connaissent juste de quoi travailler pour avoir son salaire, mais qui ne connaissent pas leur histoire. Qui veulent jouir, la jouissance, voyager, avoir des parfums dans les avions, c'est tout ce qui les intéresse. Il faut que les Africains soient conscients que notre histoire, c'est la nôtre. Nous devons la connaître. Moi, depuis des mois, les ministres sont là. Certains sont même ennuyés parce qu'ils entendent les mêmes discours tous les jours. Mais j'ai dit la répétition est pédagogique. Nous sommes un pays de brassage. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire du Mali, chaque groupe ethnique à un moment donné, il était avec les autres pour faire face à l'ennemi. Tout le monde. Nous avons eu des grandes entités étatiques ici. L'Empire du Mali, de Mansa Moussa, tous les Africains en sont fiers. On dit que c'est l'homme le plus riche de l'humanité. En 1300 et quelques. Il y a des pays qui n'existaient pas. 170 ans après, il y a eu Kankou Moussa. Avant Kankou Moussa, il y avait Soni Alibert. Dans l'armée Soni Alibert, il y avait des contingents composés uniquement de Touaregs, uniquement d'Arabes. Il était laïque. Tu es féticheur, tu es musulman, tu ne crois à rien d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Tu t'acquittes de tes devoirs vis-à-vis de l'État, et c'est tout. Bien sûr, ça lui a créé des inimitiés. On parle très peu de lui, parce que son successeur, qui était un général de son armée, Mohamed Touré, est venu au pouvoir. C'est ce qu'on appelle démocratiquement, parce que c'est des gens qui l'ont choisi contre l'héritier naturel, le fils de Soni. C'est lui qu'on appelle Askia Mohamed, que vous entendez. Beaucoup d'Africains entendent. Et moi, Askia Mohamed. Askia, là, son vrai nom, c'est Mohamed Touré. C'est un Sarakolé. Ce n'est pas un Soraï. Quand Soni était un Soraï, c'est pour vous dire que dans notre pays, là, tout le monde est chef, ou a été chef, ou ses ancêtres ont été chefs, ou ils ont commandé. Personne n'est l'esclave de personne. Et c'est ce qui m'a fait dire que maintenant que Kidal est reconquis là, partout il y a les inégalités sociales. Ah, moi je suis supérieur à ta, je suis lié à la France, aux États-Unis. C'est terminé. Chaque citoyen doit être évalué à l'aune de ce qu'il donne à la nation. Seul le travail a nourri les hommes. Il n'y a plus de citoyens de première zone, de seconde zone, c'est fini. La deuxième chose, c'est que le peuple malien doit se mobiliser. Pour que Kidal, peut-être un jour, beaucoup d'Africains vont demander à la Kidal, ils vont aller passer les week-ends là-bas, dans le sable, dans les dunes là, tranquillement. Et vous savez qu'il y a des légumes qui poussent mieux à Kidal que dans le reste du Mali. Le ministre de l'Agriculture est là. Même ce matin, il m'a donné quelques leçons. Il y a des zones où certains légumes poussent plus à Kidal que dans le reste du Mali. Donc je souhaiterais qu'un jour, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres qui seraient tentés par cette vocation se donnent rendez-vous là-bas pour passer les week-ends à Kidal. Et qu'ils passent bien raconter comment cette ville est belle. Que d'ailleurs, eux, à leur retraite, ils veulent passer, installer leur maison à Kidal et y vivre. Ils font de notre Afrique un continent où les citoyens sont heureux et fiers de leur histoire. Que personne ne vienne nous cacher des parties de notre histoire pour nous manipuler.
Tout ce qu'il y a aujourd'hui, je vous assure, c'est des stratégies sur 30-50 ans. Quand on ne sera plus là, nous tous là, les petits enfants là ne connaîtront rien que ce que RFI ou BBC leur a dit. C'est des gens comme ça qui veulent. Il faut qu'on refuse. Donc, pour que cela soit continu, vous savez, nous sommes un pays d'oralité. Les intellectuels vont travailler, mais les hommes de culture, notre histoire est portée par les hommes de culture. Et c'est ce que mon frère vient de vous dire. Nous comptons beaucoup sur vous pour rendre irréversible ce processus-là. C'est les hommes de culture. Travailler pour le rendre irréversible. Les hommes politiques vont passer, ils vont faire débat, peut-être certains vont être renversés à l'issue d'élections, ou peut-être d'autres vocations. D'autres, peut-être, l'âge va les atteindre, mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est ce que les hommes de culture vont laisser. Et c'est ce que personne ne peut enlever. Vous savez, on dit quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Et cette culture, c'est vous qui la décennie. C'est dans tout, ce qu'on mange, ce qu'on porte, comment on voit, comment on pense le monde. Nous comptons donc sur vous. Et je voudrais dire à nos amis du Burkina qui sont venus en grand nombre, et à tous les Maliens, que d'ailleurs demain nous avons un conseil des ministres extraordinaire, conseil de cabinet, sur l'autorisation des présidents. Nous allons nous réunir avec tous les membres de notre gouvernement demain pour discuter des questions d'intérêt commun et rendre compte au président. Ça veut dire que nous avons pris une voie de non-retour. Donc les hommes de culture, même si on veut s'arrêter là, il faut nous pousser. Celui qui tombe là, vous le remplacez, pourvu que le chemin soit le même. Ou celui qui veut dévier là. Vous savez, au Mali, je dis souvent dans mes discours, tous ceux qui veulent trahir la transition, tous les hommes politiques, militaires, je ne sais pas quoi là, si tu veux trahir la transition, Dieu va te barrer la route. Et porter les hommes de culture, porter la réussite des transitions démocratiques cette fois-ci, des transitions populaires, pour que nous ayons notre dignité, notre honneur et développer nos pays au profit de toutes nos populations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours poignant? Vous comprenez désormais qu'il est important pour nous d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter de bavarder, mais surtout de nous mettre ensemble pour pouvoir poser des actions concrètes et créer des entreprises fortes et puissantes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je pense qu'il est très important de nous mettre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai créé le Club Business. Et c'est pour ça qu'on investit dans des entreprises comme Dabali Express et plein d'autres afin de créer des champions internationaux. N'hésitez surtout pas à rejoindre l'équipe, à rejoindre le mouvement. C'est très important afin qu'ensemble, on puisse aller très loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser un commentaire, à la partager. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. A plus.